Et je tiens à ce que ma parole soit apolitique, en fait. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, c'est le terreau qui invente l'économie de demain. Et ça m'a donné déjà ce virus un petit peu de l'entrepreneuriat social, parce que c'est ça, Emmaüs, hein, c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs sociaux hyper innovants qui font des miracles avec des bouts de ficelle. Les grandes innovations, les grands changements, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais il faut y croire, ça c'est sûr. Il faut être patient et convaincu. Et si on décryptait ensemble la recette du courage? Bienvenue dans The Patronne. Aujourd'hui, je reçois Maud Sarda. Maud est une femme forte et engagée qui n'a pas peur de se battre pour les causes qui lui sont chères. Militante, tu es la cofondatrice de Label Emmaüs, qui est la première marketplace française de réemploi solidaire. Tu réinventes le e-commerce depuis près de 10 ans pour en faire un outil d'inclusion, de justice sociale et de transition écologique. Tu es très active sur LinkedIn. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode de The Patronne. Bienvenue Maud. Merci Elvire. Je suis très heureuse d'être là aussi. Je suis très très contente de t'avoir parce que je suis super curieuse. On se connaît depuis pas mal de temps et je t'ai vu évoluer dans ta prise de parole. Peut-être pour le reste de notre communauté, est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer ton parcours professionnel ? On a fait la même école, toi et moi. Donc, on a fait une école de commerce à Nice, l'EDEC. Et avant ça, j'ai grandi en Guadeloupe. Je fais un petit peu des allers-retours dans mon enfance entre le sud de la France et la Guadeloupe, mais je suis née à Pointe-à-Pitre. J'ai fait mon collège en Guadeloupe, mon lycée en Guadeloupe. Donc, en fait, je suis arrivée pour mes études en métropole à 18 ans. J'ai commencé par une prépa à Montpellier. Et puis donc l'EDEC à Nice. Après ces études, j'ai dû faire un choix un petit peu raisonné en termes de travail, de première expérience professionnelle, parce que j'avais fait un prêt pour payer l'école et elle était très très chère, Oui, cette école. elle l'est encore plus maintenant, mais c'était déjà beaucoup. Et donc, j'ai mis 5 ans à rembourser mon prêt étudiant et je l'ai fait en travaillant chez Accenture. Donc, cabinet de conseil américain qui a bien grossi encore depuis. Alors, j'ai pas fait tout ce choix par hasard quand même. D'Accenture, c'était pas juste un choix financier. C'est aussi parce que c'est un cabinet qui a du mécénat de compétences très développé depuis longtemps, avec une fondation très active, qui d'ailleurs aujourd'hui est beaucoup aux côtés de Label Emmaüs. Et donc, j'avais ma petite idée en tête. Je me disais, quand j'aurai fini de rembourser mon prêt, j'essaierai de partir avec la Fondation Accenture en mission de mécénat de compétences pour renouer un peu des contacts avec le milieu militant de l'engagement, parce que j'avais déjà été pas mal bénévole avant pendant mes études, pour essayer de trouver une passerelle et partir dans ce monde professionnel de l'engagement où j'ai toujours voulu être. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai réussi à me libérer des missions de consulting classiques pour partir avec la fondation pendant une petite année. Et puis j'ai rencontré Emmaüs sur mon chemin. Ça a été un vrai coup de foudre. Et ça fait 17 ans maintenant que je suis dans le mouvement Emmaüs. Et plus spécifiquement, depuis 10 ans, j'ai créé Label Emmaüs, la coopérative Label Emmaüs. Donc, ce que j'entends, c'est que quand tu as choisi de devenir consultante pour un très, très grand cabinet, en réalité, tu avais quand même fait un choix qui était basé sur tes valeurs. Tu avais identifié que ce cabinet pourrait correspondre pour notamment ses différents engagements. Oui. J'en ai même parlé pendant mon entretien d'embauche, dis-toi. Donc, j'ai eu quand même du bol de tomber sur un manager dans mon entretien d'embauche sensible aux mêmes causes que moi. Parce que ça aurait pu me griller tout de même. Quand il m'a demandé vraiment mes motivations à rejoindre Accenture, j'ai dit ce que tout le monde disait, hein, évidemment, grand cabinet, tout ça. Mais j'ai dit que je pensais que c'était vraiment un élément extrêmement différenciant d'avoir cette fondation. Et c'est vrai qu'à l'époque, franchement, c'était une des seules entreprises à avoir des programmes de mécénat de compétences à ce niveau-là. Et je pense que ça l'est encore. Ils ont 5000 jours hommes à peu près de consulting offert au monde associatif. Donc, c'est vraiment très important. Et ça a marché. Je suis tombée sur quelqu'un qui a trouvé que c'était un argument de poids.
Super. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est vraiment le mécénat de compétences? C'est-à-dire Mmh. que, enfin, donne 2-3 exemples de ce que tu as pu faire. Oui, alors pour le coup, moi, j'ai fait une mission, long terme. J'étais, à l'Agence nouvelle des solidarités actives. C'est une sorte, un petit peu de cabinet de conseil pour les collectivités locales, et à l'époque, j'ai aidé, des départements dans la mise en œuvre du RSA ou de politique sociale, voilà, d'insertion, professionnelle. Mais vraiment, il peut y avoir, tout type de mission. Ça peut être des missions courtes comme plusieurs mois, et donc il y a plusieurs entreprises, hein, qui l'ont mis en place. Le mécénat de compétences, c'est vraiment des durées quand même un peu longues, normalement, plusieurs semaines, plusieurs mois, où on est payé par son entreprise, mais on est mis à disposition gratuitement, Mmh. au secteur, dans le secteur associatif. Et l'entreprise a, une déduction fiscale, hein, un reçu fiscal, comme s'il donnait de l'argent, en fait, hein, D'accord. finalement. C'est un petit peu la même chose. Ils donnent des compétences. Il y a aussi ce qu'on appelle le bénévolat de compétences, pour tous ceux qui aimeraient, donner un petit peu de leur temps. Il y a des plateformes comme, Commit, par exemple. Nous, Label Emmaüs, les missions de bénévolat, on les met sur cette plateforme-là, nos besoins. Et voilà, ça peut être juste une journée, par an, sur des missions très spécifiques, notamment pour être formateur dans les écoles OK. qu'on a créées. Donc commit, CO2MIT? Non, Ah, KOM2ET. Avant, ça s'appelait ah, Vendredi, commit. la D'accord. plateforme Vendredi. Voilà. Commit, on mettra le lien. Formidable. Et donc, mécénat de compétences, rencontre avec Emmaüs, début, d'aventure avec Emmaüs et d'un seul coup, tu décides de disrupter le monde, associatif. Comment ça se passe l'idée de Label Emmaüs? Oui, alors c'est pas venu tout de suite. Bon, c'est vrai que, déjà, passer d'Accenture, à Emmaüs, ça a pas été, une mince affaire, tout de même. Donc, c'était tellement différent comme, univers, professionnel. J'ai déjà passé 4-5 ans, à la tête de réseau Emmaüs France, qui fédère en fait les 300 structures juridiques, Emmaüs, hein. Elles sont toutes, autonomes juridiquement, les structures Emmaüs. C'est assez particulier comme organisation. Mmh. Et donc moi, j'étais en fait référente au niveau national pour une centaine de structures, qui sont des structures d'insertion, des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion. Donc pendant 4-5 ans, j'ai sillonné la France. Après avoir, beaucoup voyagé dans le monde, pour Accenture, j'ai, Visiter, le visité Loir-et-Cher. des contrées vraiment, insoupçonnées, de la France. Et voilà, et j'accompagnais ces structures dans leur quotidien, leurs difficultés comme leurs projets. J'ai rencontré des gens formidables, voilà, c'est les héros du quotidien. Et ça m'a donné déjà ce virus, en fait, un petit peu de l'entrepreneuriat, social, parce que c'est ça, Emmaüs, hein. C'est vraiment un réseau d'entrepreneurs, sociaux, hyper innovants, qui font des miracles avec des bouts de ficelle. J'ai pris conscience à ce moment-là ce qu'était l'entrepreneuriat, vraiment, grâce à Emmaüs. J'ai jamais eu envie d'entreprendre, avant. Jamais je me serais crue capable de faire ça, franchement, quand, je faisais des écoles, enfin des études en école de commerce, qui pourtant est censée quand même Mmh. insuffler, cette envie-là. Et Plus c'est aujourd'hui qu'à Emmaüs. notre époque quand même, hein. Les Oui, spécialisations entreprendre étaient peu c'est nombreuses, vrai. et donc C'est mais c'est oui, vrai qu'on en c'était parlait peu, effectivement, mais en tout cas, moi, c'est vraiment Emmaüs qui m'a donné, ce virus-là d'entreprendre. c'est surprenant, excuse-moi, mais c'est je j'aurais pas imaginé qu'une implication dans des associations voulait dire entrepreneuriat. Et oui, bah, moi, ça a été la grande révélation, hein, quand j'ai, découvert le monde d'Emmaüs et puis plus largement celui de l'insertion, professionnelle. On a vraiment une vision faussée de cet univers-là. On le voit comme, un monde, sous perfusion des Mmh. subventions, avec, de l'occupationnel, des boulots, Mmh. voilà. Donc c'est bien, c'est gentil, heureusement que c'est là, mais bon, c'est pas vraiment du business. C'est quand même Mmh. pas avec ça qu'on va, relever la France, industrialiser, s'attaquer à des grandes innovations. Non. Et au contraire, effectivement, moi, c'est tout l'inverse que j'ai rencontré, quoi. Bon, bah, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est vraiment, une prise de risque, c'est la capacité à inventer des modèles économiques qui n'existent pas, encore, c'est savoir innover, mais aussi socialement, écologiquement. On est Pour moi, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, c'est le terreau qui invente l'économie de demain. C'est le seul endroit où on est en train de développer une économie qui peut, concilier un business, model, avec des limites planétaires, et de l'inclusion sociale. Voilà, c'est pour moi le seul endroit où vraiment on a cette innovation-là.
Voilà, donc moi, c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre. Et du coup, l'idée de créer une plateforme de e-commerce. Tu Oui, voulais alors concurrencer Amazon. là, c'est vrai que de là à arriver au e-commerce, il y a un petit pas. Bon, alors ça, cette aventure un peu folle quand même, on peut le dire, parce que euh, il y a, voilà, il y a 10 ans, donc avant que je lance vraiment concrètement Label Emmaüs, comment j'en arrive à ce constat? En fait, en accompagnant les structures Emmaüs, je m'aperçois qu'il y a un maillage quand même sur les territoires Mm. qui est incroyable. Aujourd'hui, Emmaüs, c'est 550 points de vente partout en France. Et encore, je parle que d'Emmaüs, hein. Si je rajoute toutes les ressourceries, si je Mm. rajoute tous les points de la Croix-Rouge, du Secours catholique, c'est des milliers de points de dépôt et de vente partout en France. Et face à ça, il n'y avait rien en ligne, en fait. Mais il y a 10 ans, Amazon avait déjà 15 ans. Mm. Le Bon Coin avait déjà presque 10 ans. Donc, en fait, on était quand même en retard déjà à cette époque-là, quelque part. Donc, moi, c'est un petit peu ce sentiment d'urgence à faire quelque chose en ligne pour Emmaüs qui m'a poussé, voilà, à proposer un projet Emmaüs France. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, pour toute personne qui est allée dans un bric-à-brac Emmaüs, et encore 10 ans plus tard, c'est la même chose. Il n'y a pas de code barre sur les produits. Mm. Donc, faire du e-commerce sans code barre, c'est un peu compliqué pour gérer des stocks, pour faire du SAV. Voilà. En fait, le e-commerce, c'est pas, on peut pas y aller comme ça. On peut pas y aller sans respecter le délai de rétractation de 15 jours, sans avoir un SAV enfin, c'est légal. Et puis, Amazon a fixé les standards du service client. Mm. Donc, en fait, on ne peut pas arriver juste en disant allez, c'est solidaire, soyez sympa. Oui. Non. Voilà. Donc, la solidarité, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut vraiment avoir un service optimal déjà pour commencer. Donc, avec des personnes qui maîtrisent pas forcément le français, l'informatique, sans code barre, la plupart du temps, franchement, sans système informatique, hein. Il y a quasiment rien. Enfin, quand il y a un tableau Excel, c'est un petit peu le bout du monde. En tout cas, il y a 10 ans, c'était ça. Donc, c'était un peu fou, franchement. Je pense que même en interne, chez Emmaüs, la majorité pensait qu'on n'y arriverait jamais. Et que les compagnons n'en étaient pas capables. On a fait les choses les unes après les autres. Les grandes innovations, les grands changements, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais il faut y croire, ça c'est sûr. Il faut être patient et convaincu. Oui, un peu acharné quand même, un peu illuminé quand même par son projet. Bon, je pense comme toute personne qui entreprend, il faut d'abord y croire soi-même contre vents et marées. Donc, tu lances Label Emmaüs et après, tu lances une école. C'est ça, 3 ans après? Oui, c'est ça, 2 ans même en fait, hein, finalement c'est arrivé assez vite l'école. Le Label Emmaüs a vu le jour fin 2016, le site. C'est allé extrêmement vite, mais après, quand on s'est lancé, on était tout petit, hein, fin 2016, on ouvre un site où il y a 3000 produits à vendre. Hein, donc, c'était quand même... Mais si on avait attendu que tout Emmaüs s'y mette, on ne se serait jamais lancé. Donc, on a commencé avec ceux qui voulaient bien mettre en ligne quelques produits. Et je vais te dire, sur les 3000 produits, il n'y en avait que 1000 qui étaient expédiables à domicile. Parce que ceux qui avaient bien voulu participer au projet m'avaient dit ok, donc ok, on va faire des photos de produits, on va les mettre en ligne, mais il est hors de question qu'on fasse des colis, hein. Les gens, ils se déplacent dans l'Emmaüs pour venir chercher les produits. Ok, vas-y, mets juste les produits en ligne, on verra plus tard. Tu as fait du click and collect avant l'heure. Voilà. Alors bon, petit à petit, ils ont compris que faire du e-commerce, c'était faire des colis et tout le monde s'y est mis. Aujourd'hui, il y a 2 500 000 produits sur le site. 2 500 000. Oui, c'est effectivement, ça n'a rien à voir en termes de volume. Et il y a de tout. Au début, on s'est lancé, il y avait 2 moulins à café, 2 Dame Jeanne, etc. Aujourd'hui, il y a des livres, il y a de la mode, il y a de l'high-tech reconditionné. On peut acheter son smartphone, son ordinateur reconditionné, sous garantie. Mais oui. Donc voilà, petit à petit ça a pris de l'ampleur. Mais il y a des choses qui étaient là dès le début, comme réussite, on va dire, et qui nous ont inspirés pour créer l'école. Dès le début, on a senti que ça avait un effet assez dingue sur les gens
qui participaient à l'activité. Il y avait un épanouissement en fait des personnes sur cette activité, à vraiment gérer eux-mêmes leur propre petite boutique en ligne, choisir les produits, prendre le temps de chercher la cotation sur Internet, faire des photos de produits de qualité. Et la montée en compétences se faisait tout naturellement par l'amour en fait de ce qu'ils faisaient au Mmh. quotidien. Voilà, c'était très enthousiasmant en fait ce qui se passait sur le terrain. Et donc ça nous a donné envie de tirer le fil de la compétence, de la formation. Parce que sur un CV, un compagnon chez Emmaüs à Angoulême qui dit j'ai fait de la vente en ligne sur label Emmaüs, bon, ça va pas suffire. En revanche, ce compagnon, s'il peut aller dans un programme de formation de 6 mois intensif, avec un diplôme reconnu par l'État à la clé, qui a une équivalence Bac+3. Donc, c'est ça qu'on remet aujourd'hui. C'est un diplôme de chef de projet e-commerce. Là, on commence à rentrer un peu dans la cour des grands. Et quand ce diplôme permet de rentrer en master en marketing digital, donc c'est ce qu'on fait là depuis septembre, on propose notre propre master en marketing digital. Bon, on peut quand même aller jusqu'à un bac+5 sur des métiers d'avenir, dans n'importe quelle entreprise. Voilà, donc c'est ce défi en fait, qu'on a voulu relever en créant une première école dans le 93. Et puis on en a ouvert une deuxième à Marseille l'année dernière et tout récemment à Roubaix. Et maintenant on veut créer une école par an, quoi. C'est notre projet, Ah oui, voilà. grosse Et ambition. on cherche des partenaires publics, privés, qui ont envie comme nous de mailler le territoire de ces écoles-là. Des écoles qui, enfin voilà, juste en quelques chiffres, comme quoi, enfin je veux dire, personne n'est inemployable. C'est faux. Il faut vraiment voir les choses autrement. Il y a des potentiels, du talent chez des personnes qui n'ont peut-être jamais travaillé, sont peut-être bénéficiaires du RSA, sont dans des quartiers prioritaires. Nous, 80% des apprenants, ils viennent des quartiers prioritaires. Ils sont bénéficiaires du RSA. Ils n'ont pas fait d'études. Ils ont tout juste le bac pour la plupart. En 6 mois, ils décrochent un bac+3 et ensuite ils rentrent dans un master sur des métiers digitaux. Donc c'est possible, c'est qu'une question d'apprentissage, d'accompagnement, d'état d'esprit, de changer les regards aussi. Mmh. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est surtout ça, et de donner confiance aux gens. Donc Mmh. les compétences, franchement, tout le monde peut acquérir des compétences, quelles qu'elles soient, quoi, que ce soit technique, digitale, peu importe. En revanche, la confiance en soi, ça viendra pas tout seul. Et donc nous, on met autant d'énergie à faire venir des professionnels pour former les personnes, techniquement parlant, que faire venir des coachs, faire de la prise de parole, l'estime de soi, et cetera. Ça, on travaille, tout autant cette partie-là, qui est, évidemment la plus importante. C'est fou quand je t'entends, j'ai plusieurs pensées et j'en ai une notamment qui est, en fait, rien ne t'arrête. D'abord, tu crées un site e-commerce qui est quand même un business. On a un peu l'idée que tout le monde peut créer un site internet. Et en réalité, oui, tu peux faire un petit peu de Etsy à droite à gauche, tu peux même créer ta plateforme assez facilement. Mais derrière, gérer vraiment des stocks, une plateforme logistique, enfin, c'est d'une très grande complexité. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Tu attaques cet éléphant, tu t'en sors et tu attaques un deuxième sujet qui est l'éducation. Parce que là, ce que tu as créé, enfin, ce que vous avez créé, c'est pas seulement une formation. Enfin, tout le monde pourrait créer une formation, mais là, tu as créé une vraie école avec des diplômes qui sont reconnus par l'État. C'est d'un point de vue administratif, toutes les étapes que vous avez dû valider. Enfin, pour moi, c'est une montagne. Qu'est-ce qui te donne le culot de te dire, bah, oui, on peut le faire? Je pense que c'est vraiment la rencontre avec Emmaüs, parce que d'avoir découvert qu'il existait un endroit dans ce monde, bon, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, j'en ai découvert un, où c'était possible de créer de la valeur économique, financière sur les territoires, avec des produits que les gens ne veulent plus, avec des personnes
que la société considère comme inemployables. Et ben, je me suis dit, bah oui, c'est possible en fait. C'est possible sans forcément parler de caritatif, sans forcément, voilà, il faut absolument sortir des cases en fait qu'on nous impose. Et en fait, voilà, la performance écologique, la performance sociale peut aussi s'associer, voilà, à des modèles économiques qui sont sobres, c'est possible, ça existe. Donc ça, cette découverte m'a donné en fait une certitude, oui, effectivement, que tout est possible. Et après, bon, bah, c'est savoir aussi bien s'entourer. Donc, j'ai des personnes dans mon équipe qui sont experts en Calliope et toutes ces choses administratives effectivement extrêmement complexes dans la formation professionnelle. Très dur. Moi-même, je serais bien incapable de le faire. En e-commerce, j'ai su aussi aller chercher des personnes qui sont expertes dans ces domaines-là, des entreprises aussi partenaires. Beaucoup d'entreprises font du mécénat de compétences pour nous, viennent nous apporter voilà, leur soutien de cette façon-là. Et il faut aussi être dans de la coopération et ne pas penser que c'est soi-même seul dans son modèle qu'on a toutes les réponses. Je crois beaucoup à des modèles hybrides, à la rencontre du monde économique classique avec celui de l'associatif traditionnel et avec le soutien de la puissance publique, évidemment. Donc voilà, je pense que peut-être ce mélange d'Emmaüs et puis de la coopération. C'est comme si tu avais vraiment explosé les barrières mentales et qu'aujourd'hui tu te dis tout est Oui, c'est un possible. peu ça. Et à vrai dire, je suis assez convaincue que ce sont les barrières mentales qui sont les plus difficiles. C'est pas voilà, c'est pas les dossiers, c'est pas les modèles économiques, c'est pas voilà, c'est pas les compétences techniques, c'est vraiment les barrières mentales. Et c'est pour ça aussi que je suis beaucoup dans de la prise de parole, puisque c'est ça que j'attaque dans la prise de parole, les barrières mentales. J'essaie de faire tomber certaines barrières ou voilà, de modifier les regards sur le recrutement, sur l'autre, sur l'avenir, sur les nouveaux imaginaires, sur d'autres rôles modèles, etc. Donc, oui, c'est ça que j'attaque dans mes prises de parole. Alors justement, ta prise de parole, parlons-en. Parce que tu as une prise de parole qui est très courageuse, engagée, militante. Rien que ce matin, tu as interpellé directement notre Premier ministre. Nous sommes le 15 octobre. Donc celui du 15 octobre. Peut-être que pendant qu'on parle, on ne sait pas. On ne sait pas. On verra. On verra les infos. Donc tu as ce culot réellement d'interpeller, de critiquer, de t'insurger. Tu te dis militante. Tu n'as pas toujours été cette grande voix très presque clivante pour certains. Est-ce que tu peux nous partager comment ça s'est passé pour toi la prise de parole? Qu'est-ce qui t'a donné le courage de prendre la parole, le courage, l'envie, le besoin? Raconte-nous un peu cette découverte de ta voix. Ben oui, alors c'est finalement quand même assez récent, donc je pense que c'est très affirmé depuis 2-3 ans, pas plus. Et sinon, avant, ça a été un long processus de prise de confiance, évidemment en soi, mais aussi de réaliser l'état, je pense, dans lequel notre société est et l'urgence tout de même d'agir. Donc, enfin, voilà, je pense que j'étais pas spécialement quelqu'un qui avait très confiance en elle, en tout cas quand j'étais jeune. Je te disais tout à l'heure, voilà, que même à l'EDEC, je me souviens que je pouvais être assez complexée. Je trouvais, je sais pas, je me trouvais pas au niveau, peut-être du milieu, voilà, par rapport au milieu d'où je viens, ou je trouvais que c'était jamais assez futé ce que je pouvais dire, ou que j'étais pas assez bien, enfin, je sais pas, ou pas assez. Pas assez tout court. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on se dit. Tu peux arrêter la phrase là, je suis pas assez. Tout simplement. Et
Je suis sortie, mais pourtant, je me sentais déjà assez différente, quoi. Et cette différence-là, j'y croyais comme quelque chose de positif. Cette différence-là, elle pouvait générer, du complexe et en même temps, ça m'a pas fait dévier de d'où je voulais aller, quoi. Donc, à l'EDEC, j'étais, investie dans l'association humanitaire, j'en ai été coprésidente, voilà, pour bien, paraître, j'allais pas non plus, être dans une autre association ou voilà, c'est pour Mmh. moi, c'était la seule qui avait du sens, donc j'étais dans celle-ci. Et puis, ensuite, quand tout le monde quand même était beaucoup dans des choix de carrière, oui, je suis allée chez Accenture. Alors sur le papier, c'était quand même plutôt, une des voies un peu royales. Bon, ben, à la dernière mensualité de mon prêt étudiant, je suis partie, et j'ai quitté définitivement ce chemin tout tracé en faisant, des sacrifices, financiers, quand même pas anodins. Mmh. Et donc, ben, je pense que petit à petit, j'ai pris confiance aussi dans cette différence. Hem et puis après une fois, chez Emmaüs, ça a été, encore différent. Je me suis sentie encore parfois pas vraiment à ma place, où là aussi, il y a eu des regards, que j'ai ressentis en tout cas jugeants, parce que je venais d'une école de commerce, parce que je venais d'Accenture, parce que et Tous ces clichés-là voilà, que et en fait, je crois que j'ai vécu autant de clichés, d'un côté que de l'autre, et je suis restée, ferme quoi dans ma volonté de cheminer sur une ligne de crête finalement, et petit à petit, je me suis, à la fois débarrassée des jugements sur moi, mais aussi de jugements sur les autres, en me disant, «C'est pas parce que, les gens sont bourgeois, qu'ils sont forcément méchants. C'est pas parce que les gens sont dans l'associatif qu'ils ont toujours raison». Et en fait, en se libérant aussi un petit peu comme ça de ces postures, ouais. vraiment, on peut innover en fait, on peut créer et on peut, prendre une parole qui peut peut-être toucher un peu plus largement, les personnes. Moi, mon propos, c'est de prendre une parole qui va parler d'intérêt général. Pour moi, ça ne fait pas partie d'une classe sociale spécifique, ça ne fait pas partie d'un bord politique, spécifique et hem et je tiens à ce que ma parole soit apolitique, en fait. J'interpelle le premier ministre X, comme ça pourrait être le premier ministre Y, enfin, peu importe, à vrai dire, quel soit son bord politique. Si à un moment donné, on a une puissance publique qui, à mon sens, ne va pas vers l'intérêt général pour lequel je me bats, avec, beaucoup de personnes, tous les jours, je le dis. Hem donc en fait, c'est clivant, mes prises de parole, mais en même temps, je réfléchis toujours beaucoup à comment ça peut venir toucher au cœur, et à l'esprit aussi parce que je il y a de l'émotion, mais il y a aussi des chiffres, il y a aussi, des choses très construites en termes d'observatoire. Ça peut toucher au cœur et à l'esprit de n'importe quelle personne, en fait et si possible, des personnes qui sont aussi en position de pouvoir politique, de pouvoir financier, de pouvoir économique. Hem pour faire bouger quoi, la façon de voir les choses, le regard, et ces personnes ont les moyens, ont vraiment les moyens de faire que notre société, bah, crée une nouvelle histoire quoi, une nouvelle aventure, économique, sociale et écologique. C'est ça que je recherche en tout cas. Je cherche pas à dénoncer, tel ou tel, bord, voilà, politique, financier, économique, je cherche à réveiller, ceux qui ont les pouvoirs d'agir. En fait, quand tu parles là, tu es tellement aligné. C'est, l'énergie que tu as est super posée et on sent que ça vient vraiment de tes tripes quand tu parles et ce qui me touche, c'est que c'est comme si cette mission te dépassait. J'ai l'impression, à t'entendre, que tu es tellement convaincu par cette mission que tu as et tu veux tellement changer les choses ou en tout cas faire en sorte qu'on
on arrête d'aller dans une direction que tu considères négative et néfaste pour le bien commun, que tu es prête à tout donner, quitte à un peu te sacrifier? Est-ce que tu te sacrifies au nom de ta cause? Bah, je vois pas comment je pourrais faire, autre chose, en fait. Mmh. Donc j'y arriverai pas, même si, alors, non, non, je pas du tout l'impression de me sacrifier. J'ai l'impression d'avoir énormément de chance, franchement. Effectivement, je me sens très alignée et ça, je pense que bah, c'est la plus belle, des richesses, effectivement mais c'est pas pour autant qu'il y a pas, d'épuisement. C'est pas pour autant que, l'équilibre, perso, pro, voilà est respecté. Mmh. Donc ça se paye. Mmh, le bien sûr, le coût peut en être, élevé, mais si je pouvais faire autrement, parfois, je le ferais, je prendrais des vacances un petit peu. Mais je sais pas, je peux pas faire autrement. C'est plus fort que Après, toi. oui, c'est plus fort que moi et après je m'épanouis là-dedans aussi, à vrai dire, hein, j'adore ça, le lobbying, d'intérêt général, le militantisme, le plaidoyer, j'ai, aussi l'impression que, au quotidien on fait des choses, avec la Belle Emmaüs, avec tous les partenaires qu'on peut avoir. Je suis aussi coprésidente des Licornes avec 2 O, qui est une C'est alliance, énorme, c'est énorme ce une mot. alliance de coopératives, voilà, qui montre qu'il n'y a pas que les licornes de la tech qui peuvent, innover. Et puis, ben, le monde de l'ESS au global et donc voilà, on est beaucoup, on est nombreux. Ça donne une très, très grande force et les enjeux sont tellement dingues. Enfin, et encore, il y a, un jour, je lisais, une étude scientifique sur les coraux. Enfin, on a atteint un point de bascule, où les coraux sont en train de tous mourir, en fait. Mmh. Hem Ça sert à quoi de se lever le matin, pour, aller travailler dans une entreprise, je sais pas, basique, qui fait absolument rien pour, prendre en considération ces limites, planétaires-là? En fait, c'est quoi le sens? On est là pour quoi? Et quand on a des compétences, quand on a de l'argent, quand on a fait de grandes études, quand on est dans des situations de pouvoir, mais on n'a pas le choix, en fait. Pour moi, ça, c'est une responsabilité qui est encore supérieure, heu et j'en appelle vraiment à ce que toute personne qui, aujourd'hui, a suffisamment d'argent et de pouvoir pour faire un petit pas de côté et s'engager vraiment à le faire. Mmh. Mais c'est dur, très honnêtement, ce que tu décris là, moi, quand je t'entends, ça réveille chez moi un mécanisme que je connais très, très bien quand je suis dans une situation de stress, c'est l'autruche. C'est-à-dire que quand je vois, des images des plages de Bali remplies de plastique, quand je vois effectivement la barrière de corail en Australie qui ressemble presque plus à rien, quand je vois des conflits armés dans un certain nombre de zones, les enfants qui mais bien sûr que j'aimerais agir à titre individuel, mais je me sens tellement impuissante que, bah, je me dis: «Bah, je vais me lever, je vais aller faire mon travail et puis je vais avoir, des problèmes complètement égoïstes, mais que je peux gérer». Tu vois ce côté un peu, Mais je le comprends c'est tout à fait. Moi, je ressens ça tous les jours. mais tu réagis différemment que moi. Mais je sais pas, parce que, moi aussi je me sens, absolument, poussière en fait, donc et c'est tous les jours que je me dis, «À quoi ça sert exactement finalement?» Mmh. Franchement, est-ce que, je devrais pas plutôt, me ménager, trouver un boulot, qui me paye mieux et cetera et cetera? Bon, moi j'arrive pas à faire autrement parce que, ça me rend heureuse ce que je fais, Mmh. et j'ai la chance de l'avoir trouvé, d'avoir, trouvé, voilà un endroit où, je m'épanouis à tout point de vue et d'ailleurs, d'un point de vue aussi challenge, intellectuel parce que c'est un modèle économique à trouver et moi j'adore ça Mmh. aussi.
Finalement, j'ai pas fait ces études pour rien. Non. Et mais peut-être que c'est aussi, juste par des petites actions. Alors c'est pas le truc du petit pas, mais c'est, ce qui me nourrit, en tout cas, c'est d'être au quotidien, aussi, dans une entreprise, avec des postes en insertion, avec, des personnes qui vont, venir travailler dans Label Emmaüs et pour qui ça va vraiment, faire quelque chose quoi dans leur Mmh. parcours, de passer par ces postes de travail. Donc, en fait, ça peut être pas grand-chose. C'est donner un peu de son temps, comme bénévole ou, par exemple, pousser son entreprise à faire, plus, de diversité, d'inclusion dans les recrutements. Ne serait-ce que prendre quelqu'un en alternance, tu vois? Par exemple, on essaie de placer des alternants, nous, de notre école en marketing digital, mais tout le monde a besoin de marketing digital. On n'arrive même pas à trouver des entreprises pour prendre des alternants. Donc en fait, ne serait-ce que se battre un peu sur le recrutement, faire un peu de bénévolat de compétences, un peu de mécénat de compétences. Je veux dire, c'est pas ça qui va coûter énormément à une entreprise. Faire un peu plus d'achats responsables, faire et si tout le monde fait ça, c'est oui, on fera vraiment bouger les lignes. Donc c'est vraiment à la portée de chacun en tant que salarié, en tant qu'épargnant aussi. Où est-ce que je mets mon argent? Mmh. Tu vois, par exemple, nous, on a 2 500 sociétaires dans notre capital et n'importe qui peut prendre une part du capital de Label Emmaüs. C'est 20 €, c'est en ligne, ça se fait en quelques clics. Et ça, voilà, des coopératives comme ça, il y en a plein. Mmh. Euh, Donc il y a plein de choses à faire. À son échelle, il y a plein de choses à faire. Bien sûr. Et ça donne beaucoup de bonheur. Ouais. Excellent, excellent. Et quel conseil tu pourrais donner à une femme qui n'ose pas prendre la parole, justement, qui a peur des conseils, parce qu'il y en a beaucoup dans la communauté The Patronne qui se censurent un peu parce que on nous demande beaucoup d'être dans des postures managériales, dans un cadre qui va pas trop déranger. Toi, c'est quoi ton conseil pour elle? Bah, c'est sûr que je fais évidemment le constat que c'est compliqué, en termes de, on n'est pas assez nombreuses quoi, hein, c'est clair, mais y compris dans les milieux, militants, hein, Mmh. voilà, ils ont pas toujours à donner, de leçons, sur, la façon de traiter les femmes, à des milieux économiques, voilà, qu'ils critiquent, souvent par ailleurs. Hem, Quel conseil, je pourrais donner? Bah, déjà, que en fait, de ne pas faire, comment dire? De complexe par rapport, à des femmes, qu'on peut voir, prendre la parole et cetera en se disant, «Ah mais, je sais pas, elle, ça a l'air tellement, naturel, et cetera», voilà donc bah, moi je peux témoigner, de ce syndrome de l'imposteur que franchement, j'ai beaucoup eu, voire, qui est encore là, assez souvent et que, y compris, bah, voilà, à des moments, assez basique. Mais en fait, la prise de parole, c'est que du sport, entre guillemets. Voilà, plus on en fait, plus on y arrive. Et voilà, donc il faut vraiment démystifier le truc. Moi, au début, j'avais vraiment tout qui était noué à l'intérieur. C'était terrible. Et petit à petit, ça se dénoue, c'est naturel, on sait faire. Voilà, donc vraiment le voir comme une discipline malheureusement. Bah, faut se forcer, peut-être, les premières fois, faut voilà et en tout cas se dire que c'est vraiment à la portée effectivement de tout le monde et que des personnes qu'on voit comme ça, qu'on admire, et ben, elles sont sûrement aussi très stressées, et ça a sûrement été difficile aussi pour elles, dans les premiers temps. En tout cas, moi c'était mon cas. Mmh. Donc la facilité, que l'on constate aujourd'hui, ne cache pas du tout Non. tout un parcours d'apprentissage, une courbe d'apprentissage difficile. Tout à fait, oui, oui. Et en tout cas, il faut le faire quoi pour soi-même et puis pour, toutes les femmes, en général. Heu et puis alors là, à l'époque, dans laquelle on est, le danger plane, sérieusement quand même, hein, sur le fait, de voir, les droits des femmes, se rétrécir donc Tu le penses pour la France?
Ah ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on on a pu, voir, aux États-Unis, se passer, avec, vraiment, ben, les géants de la tech et des propos, extrêmement masculinistes, mais c'est la même chose sur la diversité, sur l'inclusion, qui sont devenus des mots interdits, hein, Mmh. des mots interdits. Hem Oui, bien sûr que c'est dangereux parce que, ils ont la main mise sur le cerveau, de milliards de personnes, en fait, hein. Donc c'est dangereux pour, toute femme, dans le monde et de nouveau, voilà, il faut pas se dire que, qu'est-ce qu'on est nous pour, changer quoi que ce soit, chaque femme, si elle en a la possibilité, doit prendre la parole. Et puis on l'a vu dans l'histoire, d'autres pays, même en dehors des États-Unis, des femmes qui étaient libres, qui aujourd'hui ne le sont plus du tout, donc gardons ça bien en tête et exprimons-nous, osons, prendre la parole. On arrive au terme de cet épisode, un petit rituel de fin si on a le temps. Première question, si je t'offre un énorme panneau publicitaire dans Paris là, Ouais. tu peux écrire ce que tu veux, c'est ton message au monde. Qu'est-ce que tu y mets? Mon message au monde? Mmh. Hem, agissez. Je ne sais pas. Indignez-vous, Indignez-vous. comme disait Stéphane Hessel. Ouais. Je tiens à juste noter que tu es vraiment habité par, ton engagement. Quand on s'est retrouvés juste avant pour prendre un café et la première chose que tu m'as dit c'est: «Bah, je suis en colère» et c'était sincère et c'était pas agressif contre moi, mais tu avais vraiment cette, l'actualité qui t'anime, qui te pèse, qui t'agite. Donc en tout cas, tu es très connecté à la fois à tes émotions et en même temps à tes valeurs et aussi au fait, ce que tu m'avais dit aussi, c'est que tu fais beaucoup de recherches et Mmh. que tu aimes les stats et donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand tu t'indignes, en tout cas, c'est pas juste par esprit de provocation, ce que je remarque. Non, 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 il y a vraiment, des choses en fait, enfin là, par exemple, si je prends l'actualité effectivement sur le budget, effectivement, il y a des chiffres qui, ne peuvent pas faire, autre chose normalement que de l'indignation, en fait, provoquer autre chose que de l'indignation. Si je dois en donner, qu'un seul, il y a la Cour des comptes qui a remis un rapport dernièrement, qui, chiffre que l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, représente 14% de l'emploi privé en France et reçoit 7% des aides publiques aux entreprises. Voilà. Dans l'esprit un peu collectif, on a l'impression que l'économie sociale et solidaire est sous perfusion des subventions. Mmh. Alors que dans la réalité, il y a un profond déséquilibre en termes d'aide avec les grandes entreprises. Voilà. Donc moi, ça, ces situations-là, quand il y a un chiffre comme ça qui est très clair, il y a pas, c'est la Cour des comptes, je pense que c'est quand même assez sérieux, et que ça vient comme ça percuter une espèce d'idée reçue, et puis derrière, il y a des vies qui sont en jeu, quoi. Là, le budget qui est présenté, il y a 20 000 postes d'insertion qui vont être supprimés en France. Mmh. Ça représente 50 000 parcours d'insertion de personnes dans l'année, en fait, qui passent par ces postes d'insertion. On va faire des économies de quelques millions, alors qu'on est déjà dans une situation d'injustice profonde, alors que c'est une économie qui se bat pour l'intérêt général. Enfin, c'est ce qui est la mission de la puissance publique. Mmh. Et comment on fait pour ne pas s'indigner? Allez, dernière question et après on doit rendre le studio. Quel est le projet que tu as pas encore osé lancer mais que tu aimerais bien? Si tu avais peur de rien, qu'est-ce que tu ferais demain? Mmh, alors, il y a quelque chose que j'aimerais, beaucoup faire, mais qui est assez logique, hein, tout de même avec Label Emmaüs. J'aimerais beaucoup permettre aux particuliers de vendre des produits sur Label Emmaüs, comme, ils le font, peut-être, sur Sur d'autres Vinted, plateformes, ouais. Le Bon Coin et cetera, et donc leur proposer, bah, de venir vendre sur Label Emmaüs, plutôt que sur ces plateformes, de garder, une partie pour eux, mais de verser, une partie pour la solidarité. Ça, je pense vraiment que ça pourrait, fonctionner, mais c'est un sujet qui est assez délicat
à amener au sein des associations qui ont peur d'un mécanisme comme ça, qui serait un peu une concurrence aux dons traditionnels, physiques qu'elles reçoivent. Et voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses où il faut réussir à convaincre, en disant que la concurrence, ce ne serait pas parce que les gens vendraient sur Label Emmaüs. La concurrence, elle est déjà là, elle est déjà bien installée. Et ce sont ces énormes plateformes de vente entre particuliers. Et puis, plus global, sur un autre sujet vraiment totalement différent, si je devais créer une autre entreprise, ce serait vraiment quelque chose de très industriel dans la transformation, dans la réparation, dans le reconditionnement. En fait, je créerais un label Emmaüs du reconditionné, donc pas en ligne, je veux dire, mais vraiment un acteur industriel que j'associerais à des écoles de la réparation et du reconditionnement. Ça m'intéresserait beaucoup d'attaquer le sujet industriel et de la formation associée. Ouais. Vous l'aurez compris, Maud n'a pas terminé de révolutionner le monde solidaire et éco. Et c'est vraiment incroyable toutes ces initiatives et je suis sûre que les 2 projets que tu viens de lancer vont avoir bientôt lieu. Merci infiniment, Maud, pour ton temps et à très bientôt sur The Patronne. Merci. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu, intrigué, inspiré et n'hésite pas à le partager ainsi que de laisser une évaluation, un commentaire. Ça aidera énormément le podcast à être plus diffusé. Merci et à très bientôt sur The Patronne Podcast.